Alors, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette session intitulée Les stratégies pratiques pour financer l'approvisionnement local, valoriser les aliments québécois et lutter contre le gaspillage alimentaire. Mon nom est Edith Ouellette, je suis nutritionniste et conseillère en approvisionnement local pour l'ITHQ et je serai votre animatrice pour cette session. En ce début d'après-midi de notre journée de forum, je crois que la preuve de l'engagement des institutions publiques en approvisionnement local n'est plus trop à faire. Depuis la création de la SNAC en 2020, les ressources d'aide se sont multipliées afin d'accompagner les institutions dans cette démarche. Par contre, encore aujourd'hui, une multitude de défis demeurent et peuvent considérablement complexifier les projets en approvisionnement local. La complexité des systèmes d'approvisionnement et des obligations légales, on en a parlé même cet avant-midi, les contraintes nutritionnelles et de prévention en hygiène et salubrité, des ressources financières limitées marquées d'une forte inflation, un manque de main-d'œuvre criant, on le sait tous, hein? C'est à travers tous ces défis que s'organise l'entraide et le partage de bonnes pratiques pouvant contribuer à l'avancement de tous. C'est donc dans cet esprit que je vous présente nos 3 panélistes pour notre séance, portant sur les stratégies pratiques pour financer l'approvisionnement local. J'invite donc Sandra et Raphaël à me joindre à l'instant. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, petite présentation sommaire. Donc, on a tout d'abord Raphaël Naudet, conseillère en approvisionnement local à l'ITHQ depuis 2021 également. Passionnée d'alimentation et polyvalente, elle a travaillé dans divers restaurants en France, en Nouvelle-Calédonie, au Japon, au Canada et au Québec. Diplômée en nutrition, elle a d'ailleurs développé au fil des années un intérêt tout particulier pour l'alimentation végétale et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sandra Paquette, quant à elle, est également conseillère en approvisionnement local à l'ITHQ depuis 2021, diplômée en gestion de restauration appliquée de l'ITHQ. Elle a travaillé plus de 10 ans à titre de gestionnaire de services alimentaires dans différents secteurs. Titulaire d'une attestation en intervention éducative auprès des adultes, l'andragogie est aussi un intérêt de Sandra. Je vous cède donc la parole pour 12 minutes et je vous invite, cher public, là, à poser vos questions dans la section clavardage, donc le chat situé à droite de votre écran. Je prendrai les questions à la fin des présentations, en fin de compte. Je vous laisse la place. Merci Edith. Je commence tout de suite avec notre présentation. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais tout de suite débuter. Donc on a eu un contact privilégié avec le terrain depuis bientôt 3 ans. Aujourd'hui, on veut vous transmettre les constats et les bonnes pratiques observées dans nos accompagnements auprès des institutions et qui constituent des pistes d'action concrètes pour vous donner les moyens d'acheter davantage d'aliments locaux. On entre tout de suite dans le vif du sujet en parlant du prix des aliments québécois. Selon un sondage de Léger Opinion qui date d'octobre 2021, eh bien 54% des Québécois affirmaient qu'ils aimeraient acheter québécois, mais pensaient qu'ils n'en avaient pas les moyens. Peut-être appartenez-vous d'ailleurs à ce 54%. Suite à ce sondage, une étude a été réalisée pour Aliments du Québec sous la direction du Dr Sylvain Charlebois pour répondre à la question « Manger québécois coûte-t-il plus cher ?» Il y a eu un premier rapport en 2022, puis une deuxième édition du rapport en 2023 pour vérifier si la réponse avait changé. Eh bien, au niveau des résultats, c'est plus de la moitié des catégories de produits alimentaires locaux étudiés qui étaient aussi avantageuses, sinon plus, que les produits provenant d'ailleurs. On voit bien que manger québécois reste un choix compétitif. Maintenant qu'on a défait le mythe selon lequel les aliments québécois sont forcément plus chers que les autres, je vous présente les 4 leviers qu'on a identifiés pour économiser et financer vos achats d'aliments québécois. Donc la substitution, la végétalisation, l'autosuffisance ou encore la lutte au gaspillage alimentaire. Il existe certainement d'autres solutions, mais celles-ci nous apparaissent comme étant les plus efficaces en plus d'être vertueuses. Dans les exemples qu'on va vous donner tout au long de la présentation, la motivation première des institutions n'était généralement pas de faire des économies, mais plutôt de réduire leur impact environnemental, d'encourager les entreprises régionales, québécoises, etc. L'économie, c'est un bénéfice qui a été retiré de ça. On vit en ce moment dans un contexte économique qui est défavorable et qui ne changera pas à court terme. C'est donc notre responsabilité de mettre en place des stratégies créatives qui vont nous permettre de sauver des sous. Le premier levier, il est merveilleux puisque, comme nous l'avons vu, le fait même de remplacer un produit d'ailleurs par un produit d'ici constitue une façon de faire des économies. Par contre, pour effectuer de la substitution dans un organisme public, il faut être conscient des seuils pour les appels d'offres. Certaines stratégies sont utilisées lorsque les seuils sont atteints.
Par contre, lorsque le contrat est sous le seuil, eh bien, plusieurs démarches sont possibles pour intégrer du local, notamment à travers les contrats en gré à gré. On revient aux résultats de l'étude d'Aliments du Québec. Je vais vous présenter pour les différentes catégories de produits étudiés le pourcentage des produits locaux qui se sont révélés être moins chers ou à prix équivalent par rapport aux produits provenant d'ailleurs. Donc pour la boulangerie, c'est 33%, excusez-moi. Pour les mets surgelés, prêts à manger, viande, poisson, fruits, légumes et tofu, c'est 50% des produits. Pour l'épicerie, 54%. Et enfin, pour les produits laitiers et substituts, c'est 83% des produits locaux qui étaient moins chers ou à prix équivalent. C'est intéressant parce que ça donne des idées sur les catégories d'aliments pour lesquelles la substitution est à considérer en premier lieu. Enfin, quand on pense aux produits locaux, on pense souvent à des produits nichés comme le beurre d'érable ou le cidre de glace, et on ne pense pas au pain pomme, au café Van Hout, au ficello Black Diamond, alors que ces produits qui font partie de notre épicerie au quotidien, eh bien, ils sont fabriqués ici au Québec. Voici maintenant quelques exemples concrets qui ont été documentés. Donc, le CIS de Lanaudière qui a effectué des substitutions dans plusieurs catégories de produits comme les légumes congelés, gâteaux plaques, pâte à muffins ou encore pudding au riz, permettant de générer une économie avoisinant les plusieurs milliers de dollars par an, toutes les substitutions confondues. Le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal qui a substitué la majorité des gâteaux plaques et gâteaux purés, générant une économie de 20 000 dollars par an. Ces économies, elles ont permis de réaliser d'autres substitutions pour lesquelles le produit d'ici était plus coûteux que le produit d'ailleurs. Finalement, cette démarche de substitution, elle est possible à condition d'avoir fait la quantification de vos achats au préalable. Maintenant, le deuxième levier. Végétaliser son menu, c'est quand on change une partie ou même la totalité des produits de source animale pour des produits de source végétale. Dans la majorité des cas, ça concerne bien sûr les protéines à base de viande, car on sait que c'est un poste budgétaire important, et puis c'est aussi le cœur du repas. C'est aussi une façon de rendre son menu plus durable et plus sain. Ça peut permettre d'améliorer un plat sur le plan nutritionnel ou encore au niveau de sa texture. Ici encore quelques exemples, avec la Polytechnique de Montréal qui a fait un virage vers une offre végétarienne pour son casse-croûte. Ils ont aussi augmenté l'offre de plats végétariens à 3 par jour. Donc là, on parle d'une économie qui va jusqu'à 25% du coût aliment de la recette, soit 3 500 à 5 000 dollars sauvés par mois. Le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a substitué 25% de la viande hachée dans toutes les recettes à base de viande hachée par de la protéine végétale texturée. L'économie ici représente un peu plus de 3% sur les coûts de la viande. Finalement, le CIUS des Laurentides, où 30% des volumes en viande hachée ont été remplacés par 10% de protéines végétales texturées sur l'ensemble du territoire à raison de 2-3 plats par semaine. Le CHU Sainte-Justine, maintenant, qui a mis en place un menu qui est à 50% végétarien. Donc, on voit ici pour chaque recette la proportion de protéines animales remplacées, partiellement pour les 2 premières recettes, puis entièrement pour les 2 dernières, par une option végétale, et on voit l'économie réalisée. Si on prend l'exemple de la lasagne, à la dernière ligne, je vais vous demander de penser à votre menu et d'imaginer sauver 17% de vos coûts en faisant un seul changement. Le CHU Sainte-Justine, finalement, a également effectué la transition de l'emploi de légumineuses en conserve pour des légumineuses sèches. Ce seul changement a permis de faire une économie de 60%, ce qui représente environ 9 000 dollars sauvés annuellement. Si vous souhaitez vous informer davantage sur le sujet, voici quelques outils. Donc, il y a le guide des menus durables, qui est une mine d'informations pour intégrer des protéines plus durables. Le CHU Sainte-Justine a également publié l'an passé ce recueil de 80 recettes végétariennes standardisées pour les institutions. Finalement, un guide utilitaire pour végétaliser son menu élaboré par notre équipe à l'ITHQ, qui fait partie des outils disponibles dans le cadre de nos accompagnements. Sandra va maintenant poursuivre avec les 2 autres leviers. Je vous remercie. Merci, Raphaël. Alors, le prochain levier est l'autosuffisance. Donc, pour nous, les projets qui tendent vers l'autosuffisance peuvent prendre toutes sortes de formes. Ils demandent un investissement en argent et en temps au démarrage, mais ces projets peuvent ensuite être un levier financier intéressant pour certains produits de proximité. Ils sont aussi des outils puissants de sensibilisation qui développent l'engagement envers les produits locaux. C'est un levier tout particulièrement avantageux pour les milieux qui ont un projet éducatif. On pense aux services de garde, au CPE, au CSS et au centre jeunesse, par exemple. Donc, je pense aux tours à fines herbes, aux potagers collectifs, les arbres fruitiers, les ruches, les projets de serre, les projets de conservation et de transformation. Les projets de conservation et de transformation peuvent être des initiatives de cette catégorie parce qu'en se procurant des denrées d'ici pendant la haute saison, on bénéficie de meilleurs prix.
On peut ensuite, en développant un processus de conservation ou de transformation, offrir une belle variété d'aliments locaux à moindre coût, et ce, même hors saison. Alors, quelques exemples d'autosuffisance. L'École secondaire des sources a un beau projet de lyophilisation de fruits et légumes actuellement, réalisé dans le cadre de l'appel de projet M3C1. On peut penser aussi à l'Université de Montréal, qui ont une serre, une forêt nourricière. On peut faire des belles récoltes cette année, donc pommes de laitue, citronnelle, gingembre, champignons, courges, rhubarbe et j'en passe. Et enfin, le centre d'hébergement Armand-Lavergne, qui, grâce à la collaboration de différents services, ont créé un potager et les récoltes sont mises à disposition des résidents et maintenant sont en train d'essayer d'intégrer ces produits-là à même les cuisines. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que les premières étapes de ce genre de projet, il y a rarement des grandes économies, mais on peut atteindre le seuil de rentabilité, surtout lorsqu'on pense aux projets fines herbes, conservation et potager collectif. Le prochain levier, donc la réduction du gaspillage alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire? Débutons avec une définition Recycle Québec. Le gaspillage alimentaire vise tout type d'aliments destinés à la consommation humaine qui auraient pu être consommés, mais qui se retrouvent au compost ou à la poubelle. Donc, comprenez que le compost des aliments, c'est une conséquence du gaspillage et non une solution. Dans l'univers des services alimentaires institutionnels, le gaspillage alimentaire s'observe depuis la source, donc la gestion des achats, des menus, en passant par la production et la distribution, donc la transformation adéquate, le transport, les chariots, la grosseur des portions, jusqu'à la consommation. Donc là, on pense aux items préemballés, au retour des plateaux, par exemple. D'autres exemples concernant ce levier. Donc, le CIS des Laurentides a fait une étude de caractérisation en 2021 et ils ont trouvé que près de 17% des bouteilles, près de 17% étaient constatés, étaient des bouteilles de suppléments touchées. Ce qui équivaut à environ 4 000 $ par année. Et une autre étude de caractérisation des déchets en 2019 a représenté que 5,5% du poids des déchets était aussi constitué de bouteilles variées intouchées. Les deux autres établissements ont préféré garder l'anonymat. Donc, l'établissement A a fait une étude de caractérisation des restes et ont trouvé que 50% de la production avait été jetée en CHSLD et 30% dans les hôpitaux. Enfin, l'établissement B on fait une analyse de retour de plateau. Excusez-moi. Un petit souci ici. Merci. Donc, 15% étaient revenus complètement intouchés, ce qui représentait 200 000 $ quand même sur un seul établissement. On peut poursuivre. Raphaël. Donc, autre que les 4 leviers expliqués, il y a assurément d'autres stratégies qui permettent d'économiser et de financer vos projets et d'achat local. Voici quelques suggestions. Obtenir de la formation continue, participer aux appels de projets, explorer l'option de commandite ou de dons alimentaires, optimiser les processus de gestion. Donc, pour conclure, s'il y avait 3 éléments à retenir aujourd'hui, ce seraient les suivants. Parfois, les denrées québécoises peuvent être plus dispendieuses, mais souvent, elles ne le sont pas. Qu'il y a différents leviers pour générer des économies et ensuite financer vos projets ou vos achats, et qu'il existe des outils et des espaces d'échange qui peuvent vous appuyer dans vos démarches. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et pour en savoir plus sur certaines initiatives expliquées aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous contacter, en fait. Merci. Merci Sandra, merci Raphaël. C'était super intéressant. J'espère que tout le monde en a appris suffisamment. Je vais devancer probablement une question du public en vous demandant à vous deux comment pour une institution c'est possible, par exemple, de substituer un produit, une marque dans, par exemple, la liste de produits d'épicerie quand on a déjà des contrats avec les fournisseurs. Oui, je peux y aller. En fait, souvent, il faut savoir que les marques québécoises sont disponibles à même le bottin de commande de votre fournisseur avec qui le contrat est en cours, en fait. Donc, en premier lieu, il faut voir ce qui est possible avec le représentant. Il existe aussi des possibilités au niveau des quantités que vous allez mandater dans le contrat. Donc, vous pouvez ne pas tout mandater dans le contrat ou mandater partiellement et garder un volume pour un fournisseur de votre choix à condition, bien sûr, que le montant est sous les seuils.
Super, un grand merci, Raphaël. Alors, on va laisser la place à notre troisième panéliste. On va retrouver Raphaël et Sandra vers la fin du panel pour les questions. Donc, Alice, bonjour. Donc, une petite présentation pour Alice Bernadet, qui détient un baccalauréat en biologie cellulaire et physiologie et une maîtrise à l'Université de Montréal en santé environnementale et santé au travail. Elle a d'ailleurs achevé sa formation par un stage au sein de Synergie Santé-Environnement, où elle est aujourd'hui conseillère en santé environnementale. Depuis, elle accompagne le réseau de santé et des services sociaux québécois à réduire son empreinte environnementale. Alors, Alice, je te laisse la place. Merci beaucoup, Edith. Bonjour à tous. Moi, je vais poursuivre dans le même sens que mes collègues précédemment en vous présentant un diagnostic, en fait, comment réaliser un diagnostic, c'est une façon parmi tant d'autres, pour réaliser un diagnostic sur les pertes et le gaspillage alimentaire dans les établissements de santé et de services sociaux au Québec. Alors, souvent, la question, c'est par où commencer, d'où est-ce qu'on part ? Alors, j'aime à montrer ce schéma qui représente un établissement de santé avec un focus particulier sur les services alimentaires. Et ce qui est important de regarder, c'est vraiment tous les pôles qu'on retrouve, commençant de l'approvisionnement à l'entreposage, à la production, distribution, à la consommation et au retour plateau à la laverie. Ce qui est important de regarder, c'est à la fois le flux des matières, donc vraiment de la conception à la consommation d'un plateau patient, vraiment la partie, on va dire, quantitative, et aussi le flux d'informations, vraiment comment se passent les rétroactions entre tous ces acteurs du milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chaque pôle et des enjeux reliés à chaque pôle particulier. Donc là, on va commencer avec l'approvisionnement. Les principaux enjeux qu'on retrouve à ce niveau-là, c'est en fait déjà les outils qui sont disponibles sur les plateformes de commande, quels sont les suivis, est-ce que c'est adapté parfois à vos besoins, à vos indicateurs, à vos protocoles. Ensuite, c'est tout ce qui est l'enjeu sur les commandes ou en fonction des quotas. Et ça, c'est souvent lié à la prise d'inventaire, la façon dont est fait la prise d'inventaire au début. Ça, je vais le redire souvent dans la présentation, c'est souvent lié aussi aux procédures en place, aux protocoles et aux facteurs humains. Vraiment, c'est selon la personne, parfois les prises d'inventaire ne sont pas les mêmes, ce qui peut venir influencer les commandes et donc participer au gaspillage. La disponibilité des produits aussi, ça peut venir fortement influencer. Les substitutions, donc là, moi, je dirais les substitutions peut-être involontaires pour faire le lien avec ce que Raphaël présentait tout à l'heure. C'est vraiment parce que c'est back-order chez un fournisseur, il vous envoie quelque chose pas forcément souhaité et on sait que peut-être potentiellement ça va pas forcément mieux passer au niveau des patients ou des résidents. Les formats aussi, les tailles des produits sont souvent importants. Ça peut aussi générer des pertes à la fin. Si par exemple on est obligé de commander un 200 ml et que pour la recette on a besoin que de 150, à terme ça peut représenter un impact. La diversité des fournisseurs, donc là on en a parlé un petit peu tout au long de la journée sur l'achat local aussi et les contrats groupés, donc je vais passer rapidement. Au niveau de l'entreposage, là aussi c'est un gros facteur à analyser, un gros pôle sur lequel mettre de l'emphase. Toutes les questions sur l'étiquetage, la vérification des dates de péremption, la rotation des stocks, tout ça c'est des enjeux qui participent grandement au gaspillage alimentaire. L'espace dédié aussi, et ça, je pense que je ne vous apprendrai rien dans le réseau de la santé, c'est un enjeu majeur. Souvent, les réserves sèches ou les réfrigérateurs ou les congélateurs sont très petits et donc ne permettent pas un entreposage optimal pour faire le suivi des produits. Aussi, il y a tout cet enjeu au niveau, encore une fois, des règles du MAPAC, le suivi des températures, etc. Tout ça, ça participe aussi à la perte infinie. On est maintenant à la partie de la production. Je dirais que c'est aussi là qu'il y a un enjeu réel sur lequel mettre de l'emphase pour réduire le gaspillage alimentaire. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des questions quant aux liaisons chaudes et liaisons froides qui ont leurs propres particularités. Ceci dit, la quantité de nourriture produite à ce moment-là est très importante. Encore une fois, c'est très humain dépendant et ça aussi, ça dépend des procédures ou des protocoles mis en place. J'entends par là, par exemple, pour en cuisiner, malgré que ça soit des menus harmonisés et des recettes standardisées,
un cuisinier ou un aide-cuisinier va pouvoir parfois augmenter de 5% par peur de manque. Et pour certains, ça peut augmenter au lieu de 5%, de 8 à 10%. Là aussi, on se rend compte que souvent, il n'y a pas de quota prédéfini qui pourrait aider au moins à encadrer les surplus de production à ce niveau-là. Pareil, au niveau des temps de cuisson, au niveau du matériel disponible, parfois, ça peut jouer sur la production et le surplus à ce niveau-là. Je vais passer au pôle de la distribution. Là aussi, c'est un enjeu important sur lequel je pense on a des leviers pour agir. Souvent, c'est au niveau de la quantité servie. On constate que dans différents établissements, que parfois, il y a des automatismes qui sont en place, et ça, parfois depuis un petit moment. Parfois aussi, c'est au niveau des recettes ou les automatismes quant à, par exemple, la mise sur un plateau de façon régulière d'un berlingot de lait ou d'un petit cup de lait ou des choses comme ça. Tout ça, à la fin, quand c'est jamais consommé, c'est sûr que ça entraîne des pertes. La question sur les ustensiles est quand même très intéressante. On se rend compte qu'il peut y avoir beaucoup de pertes associées, soit par la disponibilité des ustensiles, soit par l'usage, malgré que sur les menus, au moment de la conception d'un plateau, on sache qu'il faille, par exemple, je ne sais pas, 100 ml de purée. Si un employé, un préposé, utilise toujours un 150 ou au contraire un 50 ml, c'est sûr qu'in fine, ça envoie un message au niveau de la production, soit qu'on va en manquer, soit qu'on en a trop produit. Donc ça aussi, c'est important toujours dans cette optique d'avoir des procédures claires. La notion de substitution des aliments se voit aussi beaucoup à ce niveau-là et de la présentation des aliments également. Parce qu'on le voit, malgré des recettes standardisées, souvent, ça peut ne pas être présenté de la même façon. J'en arrive à la laverie. Donc, la laverie, c'est sûr que c'est l'endroit où on va récupérer le plus de matière organique. Ceci dit, c'est difficile de réduire à cette étape. C'est pour ça que c'est très important d'avoir évalué tous les pôles en amont avant d'arriver à cette étape-là. C'est sûr qu'à la laverie, on remarque souvent des retours de contenants pleins non consommés, comme l'ont montré tout à l'heure, comme l'ont illustré en chiffres Raphaël et Sandra. Maintenant, c'est sûr qu'on est dans un contexte d'établissement de santé. Donc, il y a des enjeux qui sont reliés inévitablement avec la mission de l'établissement de santé, à savoir au niveau de la consommation maintenant, au niveau donc soit des patients résidents ou de la machine distributrice et de la cafétéria pour les employés. Mais pour beaucoup, ça provient des patients et c'est sûr que ça dépend de leur situation clinique. Pour une multitude de raisons, il peut y avoir des facteurs qui vont venir influencer le gaspillage alimentaire et la non-consommation des aliments présentés. Ça peut aussi être dû au temps alloué au repas. On sait que ça va super vite, par peut-être parfois un manque de ressources humaines ou de disponibilité. J'entends par exemple, si on pense à un CHSLD, parfois la motricité fine des résidents n'est pas toujours très pointue. Et donc, par exemple, ouvrir un petit cup de lait ou de fromage, il lui faut une aide supplémentaire et donc ça pourrait contribuer aussi au gaspillage alimentaire. Cela m'amènerait aussi après à faire un petit lien justement avec tout ce qui est la partie communication qui est fondamentale dans les établissements de santé parce c'est des équipes multidisciplinaires en fait. On parle des services alimentaires beaucoup, mais beaucoup au niveau des soins. Les préposés sur les étages qui s'occupent des patients peuvent eux transmettre des informations quant au goût, aux aversions ou aux préférences de certains patients. Donc, les rétroactions sont très importantes. Là aussi, il faut regarder quels sont les outils dont vous disposez pour faciliter cette rétroaction. Parfois, ce n'est pas tout à fait un enjeu, mais parfois, ça peut l'être. Je vais maintenant passer à la partie plus quantitative. Il peut y avoir plusieurs façons de le faire. Donc, des caractérisations, souvent, nous, on le fait sur une journée. Donc, c'est peser tous les postes des services alimentaires, donc vraiment de la gestion de l'inventaire au surplus de production, au surplus de courroies, et la laverie, et ça, on le fait par catégorie alimentaire, par type de catégorie alimentaire. Ou sinon, il peut y avoir, et ça, je pense que ça peut être très intéressant, ça vous donne vraiment de belles données, c'est de suivre, en excluant la laverie, qui peut être vraiment un travail très exigeant, d'exclure donc la laverie, mais de comptabiliser tous les surplus de production de courroies ou de cafétéria, toujours par tri alimentaire. Et ça, c'est important et c'est intéressant de le faire sur les 3 semaines, si c'est 3 semaines dans votre établissement, mais sur les différents menus établis par l'installation.
Ça nous permet d'obtenir des données intéressantes. Par exemple, on peut se rendre compte que dans une installation, pour une raison encore inconnue, on peut avoir plus de surplus alimentaire quand on produit des menus la semaine numéro 3, par exemple. Donc là aussi, c'est intéressant d'aller gratter sur à quoi c'est dû. On peut aussi avoir des pourcentages au niveau du gaspillage alimentaire par catégorie alimentaire ou encore par secteur. Donc, sans surprise, comme je le disais tout à l'heure, la laverie arrive bien devant et bien sûr au niveau de la courroie également. Je vais m'arrêter là pour nous laisser du temps pour les questions. Oui, merci Alice. Désolée, j'ai eu un petit délai avec mon caméra. C'était super intéressant et je suis certaine que ça va générer des questions, mais je vais devancer peut-être le public. Je te demanderai tout de suite, ce serait quoi, si tu peux nous résumer là, les outils vraiment pour permettre de réduire les pertes et gaspillages alimentaires là, dans les institutions? Est-ce que tu aurais quelques cues pour nous là? Oui, c'est sûr que déjà, faire un diagnostic pour connaître réellement le point de départ et en fait cibler, ça nous permet de cibler les efforts à mettre en place. Faire des audits ponctuels aussi, ça peut aider pour valider à la fois les processus ou mettre en place aussi des procédures. Tout ce qui est des sondages de satisfaction aussi pour travailler vraiment en co-construction au niveau du service qu'on offre. Tout ce qui est après, c'est toute la partie aussi regarder les outils technologiques dont vous disposez pour savoir si potentiellement on pourrait rajouter des indicateurs pour nous aider dans ce suivi-là. Autrement, je peux juste vous parler 2 minutes sur la hiérarchie des 3 RV. On en a parlé tout le long. C'est sûr que le plus important, c'est de vraiment agir en amont, donc réduction à la source. Et donc pour ça, c'est vraiment ajuster les commandes, les recettes, pour après faire du réemploi, d'abord pour les gens, puis pour les animaux. Donc là, ça peut passer par le don alimentaire ou créer des recettes aussi avec les restants. Là encore, il faut avoir la flexibilité de pouvoir permettre aux ressources terrain de pouvoir le faire. Et puis, toute la question des dons alimentaires pour enfin éviter d'arriver au mieux au compostage, mais au pire à l'enfouissement des matières organiques. Oui, super, parce qu'effectivement, on a tendance à penser que la solution est souvent le compostage, alors que ce n'est pas le cas. Super schéma, super intéressant également. Je vais demander à Raphaël et Sandra de nous rejoindre pour la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez encore poser vos questions dans la section chat à droite de votre écran. Ça va nous faire plaisir. On a déjà d'ailleurs une première question de Jérôme Lantin pendant la présentation de Mme Paquette et pardon, donc de Raphaël et de Sandra. Est-ce que la satisfaction de la clientèle a été mesurée suite à la végétalisation de certains plats? Je vous laisse aller. On n'est pas forcément... on n'a pas documenté jusqu'à ce niveau de détail-là, mais les quelques retours qu'on a eus à ce sujet, habituellement, ça s'était très, très bien passé. Que ce soit une action de végétalisation plus cachée, où on substitue une portion de la viande par habituellement de la protéine végétale texturée, ou l'intégration d'une recette entièrement végétarienne sur le menu. C'est ça. Souvent, en substituant 25%, 30%, comme on l'a vu, là, il n'y avait pas d'impact sur la satisfaction d'après les retours qu'on a eus. Super, merci Raphaël. Maintenant, ce sera une question peut-être pour Alice, puis vous pourrez compléter aussi Sandra puis Raphaël si vous le souhaitez. Donc, on nous demande, avez-vous des astuces pour sensibiliser les équipes pour la mise en place d'actions anti-gaspillage ou implantation de changements? Oui, c'est très intéressant. C'est sûr que nous, quand on fait les journées de caractérisation, il y a toujours une partie où on explique aux équipes qui sont quand même déjà très sensibilisées de par le fait que ce soit eux les premiers acteurs du changement. C'est eux, pour la plupart du temps, au service alimentaire, qui voient les retours plateaux non consommés. Ça peut créer un irritant. Donc, je pense que l'arrivée d'un projet, d'une étude pour arriver à réduire le gaspillage, honnêtement, ça prend pas longtemps pour motiver les équipes parce que c'est les premiers irrités de ce problème-là. C'est super intéressant. Parce que des fois, on a l'impression que la résistance au changement va être quand même grande, mais alors qu'ils sont super sensibilisés puis ont les mains dedans. Donc, c'est souvent les premières personnes, effectivement. Ouais. Pour, et puis, si je peux rajouter, c'est souvent, ça les décourage aussi beaucoup dans leurs tâches parce qu'ils participent à la production jusqu'à l'assemblage des plateaux pour revoir tous leurs efforts in fine à la laverie pour rien, entre guillemets. Mais ouais,
ça décourage beaucoup. Mais donc, je pense que d'être sur le terrain avec eux, déjà, ça fait une grande différence. Très intéressant. On a une autre question également de Paweł Porowski, pardon si je l'ai déformé, qui se voudrait en fait être comment voyez-vous la contribution de l'anti-gaspi aux autres défis du système alimentaire? Une grande question, mais en peut-être 2 minutes. On peut divaguer aussi, là, puis aller dans le très large. Je vous laisse explorer. Je pense que ce serait peut-être une question précisément pour Alice ou peut-être même Edith, si vous voulez commencer. Non, mais parce qu'on ne l'a pas dit, mais Edith aussi, c'est une experte en gaspillage alimentaire. Donc, peut-être que vous deux, vous pouvez commencer en nous donnant là, votre opinion. Ouais. Moi, je pourrais juste dire que de toute manière, souvent, de plus en plus, les établissements de santé ont une vision concernant le développement durable, veulent réduire leur empreinte environnementale. Et pour beaucoup, il y a souvent la thématique de l'alimentation durable. Et donc, inévitablement, le gaspillage fait partie de plus en plus de leurs priorités. Ceci dit, c'est souvent compliqué de savoir d'où est-ce qu'ils partent parce que c'est toujours, je pense, le même enjeu quant aux données quantitatives. Donc, c'est pour ça que c'est important parfois de pouvoir avoir la chance de faire des diagnostics. Mais cette notion de gaspillage alimentaire, je pense, est de plus en plus au cœur des actions du système de santé au sens vraiment large. Oui, puis si je peux compléter également, c'est difficile de parler de gaspillage alimentaire sans parler aussi d'insécurité alimentaire, sans parler d'achat local aussi, puis tout l'aspect de perception sociale aussi, puis la construction sociale du gaspillage alimentaire qui est, bon, on le sait de plus en plus aussi lié à peut-être notre vision de l'alimentation qui se base plus peut-être maintenant sur une vision du bien plutôt qu'une ressource primordiale qui est essentielle puis qui est en fait un droit pour tous. Je pense que quand on change notre perception de l'alimentation, veut pas, quand on connaît d'où vient notre aliment, quand on connaît sa provenance, la façon dont ça a été produit, c'est certain que de le gaspiller ensuite de ça, ça va être plus difficile. Donc, on parle tout le temps de la tomate qu'on a fait pousser avec tant d'acharnement, mais c'est sûr que ça vient contrecarrer un peu peut-être nos habitudes, des fois, qui auraient tendance de gaspiller les surplus. Donc, je pense que c'est difficile de parler de gaspillage alimentaire sans adresser tous ces enjeux-là. Beaucoup de réponses pour une toute petite question. On pourrait parler de ça juste uniquement pour tout le reste du panel. Donc, prochaine question, parce que sinon, on va s'étaler. Prochaine question de Martine Saint-Louis. Concernant la SNAC, est-ce qu'il y a un répertoire des bons coups ainsi que les personnes contactent si un projet nous interpelle? C'est une très bonne question, honnêtement. Je ne sais pas s'il y a en fait, il n'y a pas de répertoire comme tel là, de bons coups. C'est sûr qu'entre nous, là, on aime beaucoup faire rayonner là, tous nos accompagnements puis les réussites. Il y a aussi, en fait, Communacet. Donc, il y a une communauté de pratique, là, la communauté de pratique d'Équiterre là, qui sert à justement valoriser et faire rayonner les bons coups. On travaille tous ensemble, donc les webinaires, je pense à ECPAR aussi, là, on fait rayonner les bonnes expériences et les initiatives qui ont été des succès finalement. Puis pour nous contacter, là, il y a les informations un peu partout au courant du forum et à la fin de certaines présentations, donc vous allez pouvoir récupérer les informations. Puis si c'est juste pour discuter puis parler de votre situation en particulier, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans votre institution, dans vos établissements, puis on peut peut-être faire un petit brainstorm sur ce qui est possible. Très bonne idée. Prochaine question. Merci Sandra pour la réponse. Donc, de Amélie Bertrand, cette fois-ci, pour les fruits et légumes frais, quels seraient les leviers pour accroître l'achat local sans avoir d'effet sur les coûts? Je reviendrai peut-être sur la conservation. La transformation puis la conservation, je pense que ça va être la façon de faire à court terme pour intégrer plus de produits locaux. On s'entend qu'un pays nordique, il y a des contraintes un petit peu inévitables, mais si on est capable d'être innovateur puis d'établir un protocole de transformation, de conservation, on va être capable de vraiment aller chercher plusieurs produits intéressants pendant la saison d'abondance puis les intégrer tranquillement pas vite dans notre institution. Mm-hmm.
Puis si je peux même ajouter, ouais, c'est ça. En fait, je peux même ajouter aussi de revenir justement aux aliments qu'on produit puis qu'on conserve toute l'année, plutôt que de se tourner systématiquement vers des produits tissages qui sont parfois plus dispendieux, mais donc de revenir aux légumes racines, de les redécouvrir, de les réintégrer dans les menus, de les revaloriser. C'est des légumes qui sont souvent très peu chers et qui sont peut-être délaissés parce qu'on les a mangés longtemps, trop cuits, trop marinés, trop toutes. Donc voilà, c'était mon petit grain de sel pour cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Prochaine question. Sinon, de Malek, notre cher Malek, pour la végétalisation des menus, on utilise souvent la PVT, sauf que celle-ci n'est pas locale. Comment pouvons-nous trouver un compromis local et durable? Je peux y aller pour celle-ci. Je sais que le CHU Sainte-Justine avait été très généreux dans son partage d'expérience sur tout le processus pour végétaliser le menu à 50%. Puis je dirais que la solution, c'est vraiment la variété. Puis on a beaucoup de protéines végétales qui sont faites au Québec, une offre quand même grandissante, que ce soit le tempeh, le tofu. Puis là, c'est allé vite, mais le fait qu'ils intègrent des légumineuses sèches, c'est aussi la clé pour s'orienter vers des haricots secs qui sont québécois, éventuellement biologiques. Et ça vient avec son lot d'adaptation, c'est sûr, mais de bénéfices aussi, que ce soit l'économie au niveau de l'espace d'entreposage, éviter de gaspiller ce qui resterait dans une conserve dont le volume est beaucoup plus important que celui dont on a besoin pour la recette, etc. Donc, vraiment être curieux, il y a quand même une offre assez intéressante localement, puis innover. C'est très bien répondu. J'ai peut-être une question complémentaire, en fait, parce que depuis le début du panel, on parle beaucoup, évidemment, du réseau de la santé. Souvent, c'est celui dont on parle davantage. Est-ce qu'il y a des exemples de potentiel d'économie qu'on pourrait réaliser en réduisant le gaspillage alimentaire dans le secteur de la santé, mais dans le réseau de l'éducation également? Est-ce qu'il y a des données, justement, sur ces milieux-là? Je vais peut-être la prendre, celle-là, Raphaël. Il y a très peu de données. C'est connu qu'il y a un manque de ressources assez important là, dans le réseau de l'éducation. Donc, on parle de primaire, secondaire. Il y a plusieurs raisons aussi pourquoi on manque de données. D'abord, on nous mentionne qu'il y a très peu de gaspillage alimentaire. Tu en as parlé un peu, la lutte à l'insécurité alimentaire, c'est super présent aussi. Donc, on nous mentionne souvent que les surplus sont donnés à certaines familles qui vivent dans la précarité. Aussi, il y a beaucoup de traiteurs, donc c'est la livraison de plats, souvent dans les écoles primaires, secondaires. Là aussi, documenter les surplus quand c'est des livraisons de plats, c'est un petit peu plus difficile. Il y en a aussi moins que quand il y a une production, une cuisine qui produit des aliments. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi, je mentionnerais qu'il y a beaucoup d'écoles secondaires primaires qui n'ont pas du tout de services alimentaires, qui n'ont pas d'offres alimentaires en partant. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu moins de données pour ce secteur-là. Super. Peut-être une dernière question pour Alice. Alice, je serais curieuse de savoir, parmi les institutions avec lesquelles vous travaillez, est-ce qu'il y a déjà des institutions qui ont été en mesure d'établir des mesures correctives, en fin de compte, par rapport au constat qui a été fait dans les institutions? Oui, je pense que déjà, il y en a certaines qui ont été mentionnées tout à l'heure dans vos exemples. Déjà, de faire des caractérisations, ça met directement le doigt sur où mettre les efforts. Il y avait le 6 des Laurentides qui, suite à notre caractérisation, avait directement pu aussi trouver une façon de réutiliser les contenants pleins qui étaient vraiment générés en grande quantité. Donc ça, c'est des choses qui découlent en fait des caractérisations des études quantitatives. Là aussi, au niveau des établissements de santé, il y a le 6 de l'Outaouais qui est en train de faire une étude qui a été financée par Recyc Québec et en fait qui a pour but de développer un guide pour le réseau de la santé, un guide qui vise à réduire bien sûr le gaspillage alimentaire. Donc c'est une information à suivre. Je pense que bientôt, en 2024, certainement, il y aura un guide qui sera disponible à l'ensemble du réseau pour outiller au maximum les établissements. Très intéressant. Alors, je pense que nous sommes au bout des questions et du panel également. Je vous remercie, Alice, Sandra et Raphaël, pour vos belles présentations, pour le public aussi, pour vos questions et votre interaction super appréciée. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Puis, je vous invite à aller vous diriger vers les autres sessions qui vont avoir lieu sous peu. Une bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.